Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au terrain de jeu de la 16e édition du FTA. Merci d'être là en ce 6e jour de festival. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone qui n'a pas été cédé par voie de traité. Berceau de la culture Haudenosaunee, Tiohtià:ke en Kanien'kehá:ka et Muniyang en Anishinaabe, désigne un lieu historique de rencontre entre les premiers peuples, aussi appelé Montréal. Le quartier général du FTA se situe sur des terres qui ont leur propre histoire millénaire et qui, avant la colonisation, accueillaient déjà des récits, des rituels et des représentations. Nous vous invitons chaleureusement à faire vos recherches quant à votre propre situation territoriale, d'où que vous veniez. Merci d'être là pour penser le costume écologique. Je laisse place à la discussion et très bon festival. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment très agréable de vous avoir ici avec nous pour réfléchir ensemble, pour essayer de trouver des solutions collectives pour s'engager dans la transition écologique ensemble, tout en créant des œuvres fortes. Donc, je voudrais commencer en poursuivant la reconnaissance du territoire, en fait. Chez Écocéno, on a réalisé aussi qu'il y avait énormément de richesses dans les savoirs autochtones et que pour faire cette transition-là, en se reconnectant vraiment à la nature, il y avait vraiment des savoirs qui étaient essentiels de retrouver, auxquels on voulait se reconnecter. Entre autres, ce sentiment d'être gardien des terres et des eaux et du territoire. On a présenté une carte que vous pouvez retrouver facilement sur Internet qui nous montre toute la complexité un peu des peuples qui ont habité et qui habitent encore notre territoire. Donc, je pense que c'est un élément super important pour nous aussi pour asseoir la discussion aujourd'hui. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais Ivani a aussi fait brûler de la sauge pour... je vais te demander d'expliquer un peu toi-même, mais juste avant aussi qu'on commence à se présenter, la première question pour nos panélistes aujourd'hui, c'est vraiment qui êtes-vous? Puis ça aussi, c'est dans notre approche aussi, dans les contacts qu'on a commencé à faire avec des représentants des nations autochtones, notamment Hunter Cardinal de Nahiayawin, qui nous ramène pas seulement à notre vie professionnelle, mais souvent à qui on est, nous, d'où on part pour approcher notre métier comme on le fait. Donc voilà. Donc, je veux dire que moi, je suis Anne-Catherine Lebeau. Je n'ai, à ma connaissance, pas d'origine autochtone. Je suis née ici de parents qui venaient d'ancêtres d'Écosse et de France, ce qui me ramène beaucoup à mon engagement et ma quête de trouver des façons écologiques de poursuivre notre vie professionnelle. En fait, c'est mon amour très profond pour les grenouilles, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très, très précieux. Puis quand j'ai l'impression d'un peu de déconnecter puis de me demander pourquoi j'y crois si fort, pourquoi je travaille si fort, ça me ramène à quelque chose de très, très sensible pour moi. Donc, c'est quelque chose que... C'est un lien que j'ai découvert récemment puis que je trouve agréable en fait, je vois qu'il y a une accroche chez les gens quand je dis ça, puis je pense qu'il faut qu'on sente la collectivité dans nos recherches de sens. Donc, voilà. Donc, je vais commencer en vous demandant qui êtes-vous et libre à vous de décider comment vous voulez vous présenter. Donc, j'aimerais commencer par Ivani. Kwe, nil daliwis Ivani Ubemalu, nous jayawa sibeguk, notre gatnil. Alors, je suis femme Wolastoqey de la communauté Wasibeguk et on avait vu la map. Alors, moi, je suis de la Confédération des Wabanaki, des peuples de l'Est. Waban, qui veut dire le vent qui se lève, et Aki, c'est le territoire. Fait que c'est le territoire du soleil levant. Et Wolastoqeyik, ça veut dire peuple des belles vagues, Peaceful Waves, qui fait référence à la Wolastoq, qui est la rivière Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, qui n'a pas vraiment de chute, qui coule assez paisiblement. Et on est des navigateurs de canots et portages et fabricants. Et cette rivière nous a offert l'abondance et vie. Et c'est de là où la culture Wolastoqeyik a émergé. Donc, c'est de là où mes ancêtres viennent. Et je suis aussi québécoise du côté de mon papa. Et mon père est aussi ingénieur forestier
Donc, j'ai un lien aussi assez clair avec les... clair. J'ai une transmission au niveau aussi des savoirs des arbres. Pourquoi c'est important pour moi d'amener ma sauge? C'est que c'est pour moi une façon de traverser différents territoires. Puis j'ai terminé la semaine dernière un rassemblement de 12 artistes autochtones. Et c'est cette sauge qui nous guide, qui nous a guidés à travers nos rencontres. Et pour moi, c'est important de aussi l'inviter ici à faire partie d'un autre rassemblement, d'autres méthodes. Et pour moi, c'était de saluer aussi les directions. Alors, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, le bas, le haut, donc l'en dessous et les astres, et aussi l'intérieur. La dernière chose que je vais dire pour Surround, c'est que j'essaie, avec l'éco-responsabilité, de m'inclure dans le tout et donc de savoir qu'à chaque moment que je peux poser un geste, il y a un potentiel de transmission et d'éducation et de partage et de prendre ce temps-là d'un potentiel de changement. Et c'est ça que j'invite les gens à faire, c'est de savoir qu'on a chacun notre responsabilité et un pouvoir de changement, que ce n'est pas une seule personne, une seule communauté, c'est le collectif. Merci. Willie-Wen. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais passer la parole à Marilyn Bastien. Donc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Oui, Marilyn Bastien, très inspirée par ce que Ivani nous dit. Je ne connais pas assez bien mes origines. Ça donne envie d'en savoir plus, mais je sais que mes racines autochtones ne sont pas si loin. Je sais qu'il y a 5 générations, assurément. Mais bon, je vais fouiller plus pour savoir, parce que j'ai une maman qui vient du Nouveau-Brunswick, alors peut-être qu'on est plus près qu'on le pense. Sinon, voilà, je suis conceptrice de décors et de costumes dans le monde de la danse et du cirque et un petit peu du théâtre. Et récemment, j'ai touché aussi à la scénographie d'exposition. Je suis une maman depuis 5 ans. Ça aussi, ça vient toucher une petite corde sensible à l'intérieur de moi à penser au futur d'une autre façon. Ça m'ouvre les yeux encore plus grands sur l'avenir. Oui, depuis que je suis maman, dans ma pratique, autant, oui, sur la matière, sur ce qu'on va laisser aux générations suivantes, mais aussi sur les gens. Je ne sais pas, ça m'a vraiment ouvert à une nouvelle sensibilité quand je regarde des performeurs sur scène. On dirait que je ne le vois plus de la même façon. Je vois comme toute la fierté qu'il doit avoir aussi pour les gens près d'eux. Ou en tout cas, je me surprends des fois à regarder les gens, pas comme mes enfants, mais presque. C'est vraiment venu changer des choses en moi beaucoup. Sinon, peut-être brièvement mon parcours. J'ai fait des études en théâtre, en scénographie, donc conception, décor et costumes. Pendant 4 ans à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Après ça, j'ai fait un bac à Concordia en études interdisciplinaires en art. Et après, j'ai fait de la tournée pendant longtemps avec une compagnie de danse contemporaine. Ça a été très formateur aussi. Puis c'est là que vraiment mon réseau en danse s'est développé. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je collabore principalement avec des chorégraphes et des danseurs. Voilà, ça a été riche de rencontres et de contacts avec d'autres cultures, de voir des salles aussi techniquement, d'être dans beaucoup d'environnements puis de configurations de salles différentes, mais surtout humainement, là, des rencontres. Mon réseau s'est vraiment développé autour de ces années de tournée. Puis pour ce qui est de l'éco-conception, la conversation ne fait que commencer, mais ce que je disais... Anne-Catherine, quand elle m'a approchée, c'est que je ne me sens pas du tout un exemple. Je n'ai pas une pratique exemplaire, mais c'est sûr que ça m'habite beaucoup.
puis de faire l'effort de venir participer à cette conversation-là, bien, pour moi, c'est un petit pas parce que je veux faire partie, je veux faire des efforts pour le changement. Donc, d'avoir une conversation, bien, c'est déjà un bon début. Puis, voilà, ça commence ici. Merci. Merci beaucoup, Marilyn. Kate. Bonjour, je m'appelle Kate Lecourt. Je suis conceptrice de costumes, historienne du costume et costumière au Grand Costumier ici à Montréal. Je suis une petite fille de la Beauce, de parents d'origine irlandaise et française. J'ai fait mes études au Conservatoire d'art dramatique de Québec et puis j'y ai travaillé. Après, je suis allée travailler à l'étranger et puis finalement, je suis venue travailler à Montréal. À part de ma pratique de conception, tout mon travail au Grand Costumier puis mon travail d'enseignement m'a vraiment poussée à voir, déjà avec nos étudiants, à voir le futur de ce que la conception peut avoir l'air. Et puis, je suis très, très, très inspirée par, surtout, je dirais depuis les 5-6 dernières années, ce désir chez les étudiants d'inclure l'éco-conception dans tous leurs projets. Puis ça a été très inspirant pour moi. Et puis, c'est sûr que mon amour de la guenille aussi, de voir ces magnifiques objets qui sont préservés à travers les années, bien, moi, ça me parle beaucoup à vouloir faire des choses qui vont durer dans le temps. Fait que pour moi, tout ça est lié ensemble. Merci, voilà. Merci beaucoup, Kate. On va passer à Julie. Allô, donc moi, c'est Julie. Je travaille à Écosséno. J'ai grandi à Montréal, mais mes parents sont français, donc j'ai comme une genre de double nationalité. Je me promène entre les deux. Moi, j'ai étudié à Concordia en scénographie. J'ai gradué en 2020. Je me suis spécialisée en costume, puis pendant ma dernière année, je me suis beaucoup intéressée à l'éco-conception. J'ai fait un stage à Écosséno en 2019, quand c'était les débuts d'Écosséno. J'ai fait des recherches, des independent studies. Puis, à travers toutes mes recherches, j'ai comme découvert l'impact de la mode et du textile. Puis, je me suis dit que jamais plus j'allais m'acheter des vêtements. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas envie d'être conceptrice, mais que j'avais envie de trouver des solutions pour les conceptrices. Donc, quand j'ai gradué pendant la pandémie, mais en 2021, Écosséno m'a engagée pour que je développe le volet costume et textile. Donc, on développe au niveau formation, accompagnement, on aide les gens à trouver des solutions, mais on a aussi tout un volet réemploi où on a une boutique de tissus seconde main pour aider les gens à s'approvisionner en tissus de réemploi. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée de partager la scène avec vous. Puis je suis vraiment contente qu'on ait cette conversation-là. Peut-être j'ai escamoté un peu la présentation d'Écosséno. Donc, je vais juste revenir là-dessus quelques minutes. Dans le fond, Écosséno, c'est un organisme à but non lucratif qu'on a cofondé. On est 4 cofondatrices et donc en octobre 2019. Et vraiment, notre mission, c'est d'accompagner le milieu culturel dans la transition écologique de différentes façons, en faisant la promotion du réemploi, puis aussi en faisant la promotion de l'éco-conception. Donc, on a conscience que se préparer au changement et faire le changement, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts et on est convaincu que la force pour le faire vient de la collectivité, de le faire ensemble, d'en discuter. Donc, on ne vient pas ici donner des leçons, puis vraiment notre souhait, c'est qu'à la fin de cette conversation-là, chacun d'entre vous sente que qu'il existe des solutions, qu'on a un pouvoir d'agir et qu'on est capable de porter à notre mesure ces solutions-là qui ne dépendent pas d'une seule personne, qui dépendent vraiment de la force du collectif. Et qu'en ayant ces conversations-là, dans le fond, on crée de nouveaux récits et on crée la possibilité, on se donne la possibilité de faire les choses autrement. Donc, c'est vraiment le but de la conversation ce soir. Je trouvais ça important de le partager avec vous. Donc, sur une note... Donc, on veut penser le costume écologique et j'avais envie de commencer la discussion. On a déjà vu un peu des images de ton travail, Ivani. J'avais envie, comme je disais, pour nous, de plus en plus, on se rend compte que la perspective autochtone nous élargit notre regard puis nous amène des pistes super intéressantes. Donc, j'avais envie de commencer avec toi, Ivani, et que tu nous parles
des régalias et peut-être que tu nous définisses qu'est-ce qu'un régalia et qu'est-ce que tu utilises pour confectionner un régalia. Bon, pour mettre en contexte aussi, parce que j'ai pas pensé à dire que je suis une danseuse. En fait, je l'ai dit en Wolastoqey, Not Got Nail, ça veut dire je suis danseuse. Et donc, je viens de la danse contemporaine et à la suite de mon parcours, je suis allée apprendre la danse powwow, qui est plus spécifiquement la danse fancy shawl. Et j'ai reçu les enseignements de Curtis Joe Miller, qui est un danseur powwow qu'on m'a introduit, présenté. Et le premier régalia que j'ai fait, alors voilà, vous voyez un élément du régalia que vous voyez derrière. Et les régalias, donc, c'est des habits de danse powwow. Alors, je précise que c'est powwow et non pas de danse traditionnelle, parce qu'il y a une danse qui s'appelle la danse traditionnelle dans les powwow, et moi, je fais la danse fancy shawl. Donc, je ne fais pas la danse traditionnelle. Et donc, c'est tous les habits qu'on voit dans les powwows se sont appelés régalia, qui représentent le parcours de la personne ou le parcours du danseur. Fait que ce régalia-là est confectionné par un membre de la famille, par le danseur lui-même ou elle-même, ou par un membre de la communauté auquel il fait partie. Donc, ou des fois, c'est transmis aussi, transmis de danseur à danseur avec un certain protocole et pour honorer justement la poursuite du parcours du danseur. Donc, il y a toujours une histoire qui est liée et une charge émotive, un moment qui est célébré à travers justement le port de ce régalia-là. Fait que c'est sûr que c'est cher à nos cœurs. C'est pas comme une fois je vais le porter puis ça va être tout. Fait qu'il y a une charge aussi durable. Et pour moi, mon régalia, donc tous les éléments qui ont été passés à la machine à coudre, c'est Tyler Allen Jacobs, qui est un ami de Curtis Joe, qui est mon enseignant en danse. Puis mon mentor a fait un trade, un échange entre Tyler et lui pour que Tyler me confectionne un régalia. Donc, il y a eu un principe d'échange et non pas de monnaie. Et le beadwork, donc le perlage, ça, c'est des petites perles qui ont été assemblées. Et toutes ces petites perles-là, c'est le restant des perles que mon mentor a utilisé pour faire son régalia. Donc, j'ai reçu aussi les couleurs de mon mentor. Donc, je porte les mêmes couleurs que lui porte. Et en même temps, j'ai voulu, parce que c'était toutes des billes disparates que j'ai dû trier en couleurs, puis ensuite redéposer dans mon régalia. Donc, il y a eu vraiment tout un processus long, mais vraiment gratifiant et satisfaisant pour arriver à porter ce régalia-là et donc danser ensuite. Mais merci, c'est vraiment beau de t'entendre. Puis aussi, en fait, ça remet en question un peu, ça interroge nos échéanciers de production puis le rythme de travail qu'on s'impose. Puis c'est beau de voir tout le sens qui émerge d'une démarche comme ça. Fait que, merci beaucoup. Puis, donc, tu as évoqué un petit peu ce que tu utilises pour faire le régalia. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, dans une pré-entrevue qu'on a faite, tu me parlais d'une notion que tu appelais de l'artisanat inversé ou le cycle du dessous. Fait qu'après, je vais parler un peu de, peut-être dresser les grandes lignes de c'est quoi un principe de stratégie linéaire ou circulaire, juste pour comme un peu qu'on s'entende sur de quoi on parle, à quoi on aspire quand on veut faire des costumes écologiques. J'aimerais que tu nous parles de ça, cette notion de cycle du dessous qu'on avait abordé ensemble. Fait que pour aborder ça, je t'avais raconté mon expérience au Fringe d'Édimbourg. Je suis partie en tournée avec Scène contemporaine autochtone d'Émilie Monet et j'étais directrice de tournée. Je ne sais pas pourquoi, mais bon,
J'étais directrice de tournée. Et pour moi, j'avais déjà le gaze, le regard, comment je peux faire pour, à l'intérieur même de cette charge, ce rôle-là, comment je peux intégrer des principes écologiques. Donc, on utilisait de la peinture, de la colle, des couvertures de survie. On a dû acheter à Édimbourg des carrosses d'enfants. Et à la fin de nos spectacles, ça allait à la poubelle. J'ai dû justement chercher en amont et prévoir un temps dans la tournée pour rassembler, rapatrier tous ces éléments-là qui n'ont pas été utilisés, qui allaient à la poubelle, pour faire non, je les bifurque de la poubelle, je les prends, je les mets dans un espace, puis à la fin du festival, il y avait un swap shop qui ouvrait dans les 3 derniers jours du festival, et donc je les ai déposés au swap shop. Ça a pris une demi-heure et tout était parti, et donc à la réutilisation. Fait que le cycle de production et présentation, puis pas pitcher ce cycle-là, puis oublier par rapport à comment réutiliser, prendre soin du cycle du dessous, donc réutiliser les choses. Et donc, à la suite de ça, Angie m'a vu faire, Angie Cheng, qui était une performeuse, est rendue à Montréal. Elle était dans une autre production et elle savait que j'étais dans le même building. Et elle a vu que la production était en train de jeter des éléments qui pouvaient être réutilisés. Et donc, elle a pris du temps pour venir à mon étage puis dire « Ivani, on est en train de jeter ça. Est-ce que tu les veux? » J'ai dit « Bien sûr. » Je les ai défaits. Je les ai ramenés. C'était des fils d'acier, là. Et je les ai refaits pour qu'ils soient beaux, qu'ils ne soient pas tout entremêlés à imaginer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je les ai toutes renroulés. Puis ça n'a pas pris 5 minutes que ça m'a pris 1 heure tout de renrouler ça. Mais quand il était tout beau, il y a Chloé, une danseuse, qui est arrivée et a dit « Ah, ben je veux les utiliser. » Donc, par le geste, la considération du cycle du dessous, on arrive à retransmettre des objets qui sont possibles de réutiliser. Merci, j'adore ça. Donc, c'est ça, je voulais juste, comme on n'a pas dressé la table non plus sur qu'est-ce qu'on souhaite faire pour faire c'est quoi le processus de pensée qui nous amène concrètement à faire des costumes plus écologiques? Et je pense que le cycle du dessous, pour moi, c'est vraiment une autre façon d'expliquer l'économie circulaire. Puis un peu, quand on a parti Ecoceno, dans le fond, on est parti des grands principes de l'économie circulaire. Juste dire qu'en ce moment, notre société fonctionne au Québec, ça a été calculé à 96 et linéaire, c'est-à-dire que ça dépend de l'extraction de ressources. Ensuite, on les transforme, on les distribue, on les utilise et on les jette. Donc, l'année dernière, Recycle Québec a fait une étude et la conclusion, c'est que 3,6 de l'économie québécoise est circularisée, alors qu'aux Pays-Bas, c'est 25 de l'économie qui est circularisée. Donc, comment se sortir de ce système-là? C'est donc, la proposition, c'est l'économie circulaire. Et donc, comme le nommait Ivani avec le cycle du dessous, le cycle du dessous sur ce graphique-là, il s'en va par là, mais en tout cas, tout ça pour dire que le but, c'est de réduire au maximum les ressources qu'on extrait, donc en concevant de façon à pouvoir réutiliser, en utilisant d'autres matières, en changeant notre façon de s'approvisionner, et la fin du cycle, donc comment repenser nos façons de faire pour que les matières demeurent en circulation. Donc, puis tout ça, c'est basé sur un principe qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Donc, où on voit c'est quoi les impacts écologiques à chaque étape, donc à l'étape de l'extraction, de la fabrication, du transport. Puis là, c'est Marie-Renée Bourget-Harvey, que vous connaissez peut-être, qui est conceptrice, qui a produit ce graphique, en fait. Puis ce qu'elle a ajouté au graphique qu'on ne voit pas dans les graphiques habituels sur l'analyse de cycle de vie, c'est qu'il y a des humains à chaque étape. Donc, ça dépend vraiment de nos décisions comme humains à chaque étape pour changer les choses. Fait que pour nous, c'était vraiment important de le représenter dans notre graphique.
Puis, vous voyez la fameuse citation qu'on retrouve un peu à plusieurs endroits, mais qui est entre autres sur le site du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Dans le fond, c'est 80 des décisions qui se prennent, qui ont des impacts environnementaux, et 70 des décisions qui ont des impacts sociaux qui se prennent vraiment à la phase de conception. Donc, c'est pour ça que sans jeter toute la responsabilité sur les épaules des concepteurs, je pense qu'il y a énormément d'espoir dans toute la créativité des concepteurs pour transformer aussi les choses. Donc, voilà, mon petit cours d'économie circulaire est déjà terminé. Et donc, je passerai à toi, Marilyn. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de, justement, ta façon, comment d'avoir une approche plus écologique a changé ta façon de t'approvisionner? Je trouve qu'en costume, pour ce qui est de s'approvisionner, on a quand même des ressources. Bon, il y a le costumier qui existe. Il y a des projets qui se prêtent à ça, et tant mieux. Mais moi, dans les projets que je fais, il y a souvent des troupes qui partent en tournée. Donc, c'est pas toujours là que je peux trouver. Pour du long terme, ça peut pas nécessairement fonctionner. Par contre, des fois, je m'en sers pour le après, pour offrir ce qu'on n'a plus besoin. Sinon, ben, il existe les friperies que j'utilise beaucoup, comme plein d'autres. Il y a les différents réseaux sociaux, par exemple, ou regroupements. Sur Facebook, il y a Costume Montréal. Des fois, on est plusieurs à annoncer « je cherche telle chose, je cherche telle ressource ». C'est pas rare que ça va me donner des pistes où trouver, ou que ce soit les Kijiji. Donc, c'est sûr que pour trouver du second, en évitant de consommer toujours du neuf en magasin, il y a déjà des ressources, puis je m'en sers beaucoup. J'évite Amazon, mais j'y échappe pas. Je vais dans les magasins, mais quand même, j'essaie de trouver un équilibre entre... c'est ça. Puis, ce qui est intéressant aussi d'aller fouiller dans l'usager, c'est que souvent, ça m'amène sur des pistes que j'aurais pas nécessairement imaginées. Puis j'aime quand il y a des projets qui me permettent ça. Comme en ce moment, je suis en conception d'un projet où on travaille vraiment plus sur des collages d'inspiration, là, des mood boards. J'ai pas dessiné tant que ça, les maquettes. C'est plus des esthétiques, une espèce de canevas de proposition, mais qui est très permissif à l'intérieur de ça. Donc, je vais magasiner, je fais des trouvailles. Justement, je voulais du perlage, je voulais des broderies, mais je prends une robe, je la transforme en masque. Puis, ça va vraiment influencer la création. C'est ce que je vais trouver. Puis ça, ben, c'est une façon agréable de travailler aussi parce que je ne définis pas avec précision le résultat final. Mais c'est ça, la trouvaille influence le rendu. Puis de temps en temps, c'est le fun aussi de travailler de cette façon-là. Super, bien merci beaucoup. Est-ce que, en fait, je sais que souvent c'est un dilemme pour les concepteurs de s'approvisionner en mode contemporaine. Puis je voulais savoir un peu, comme Kate, tu travailles au Grand Costumier, est-ce que quand on n'est pas à concevoir de A à Z un costume, mais vraiment qu'on recherche pas seulement des costumes d'époque, mais des costumes contemporains, est-ce qu'il y a des ressources pour ça au Grand Costumier? Absolument. Bien, les gens pensent souvent qu'au Grand Costumier, il y a juste des trucs d'époque, il y a juste des trucs vintage, des choses de variété, mais il y a de la mode contemporaine jusqu'à aujourd'hui, que ce soit pour les enfants, pour les vêtements d'extérieur, féminins, masculins. On a vraiment de tout jusqu'au T-shirt blanc qui va en dessous. Il y a vraiment, vraiment de tout dans notre collection. Fait que c'est quelque chose qui peut être utile aussi. Merci beaucoup. Puis est-ce que tu dirais que les gens ont conscience que quand ils s'approvisionnent chez vous, dans le fond, quand ils font de la location, ou toi, Marilyn, est-ce que tu le fais pour des raisons écologiques, ou est-ce que c'était ça ton moteur pour aller dans les friperies ou en location, ou pas tant? Ça m'intéresse de... C'est écologique et économique, et oui, c'est deux raisons. Des fois, on cherche aussi une patine, une usure qui est déjà là. Donc là, on sauve une étape de travail si, par exemple, j'ai besoin d'un lot de chemise ou de jeans qui ont du vécu, ou même, des fois, on a besoin de costumes d'entraînement. Si, par exemple, je sais que je vais habiller quelqu'un qui fait du mât chinois avec du denim, mais je sais qu'il va en déchirer une dizaine de paires. Fait qu'avant de concevoir l'objet final, je lui fournis un vêtement usagé, on voit où ça s'use, on voit où ça déchire, puis à partir de là, on va adapter le design et la confection. Fait que, oui, il y a plein de motivations, mais oui.
Oui, bien, c'est intéressant aussi que tu dises que c'est à la fois écologique et économique, parce que souvent, on voit une contradiction là-dedans, mais il n'y a pas nécessairement une contradiction. Puis, Kate, je pense que tu veux rebondir là-dessus. L'idée d'avoir une conception économique va nécessairement de pair, pas nécessairement, mais peut aller de pair avec écologique. Parce que de partir de des choses qu'on n'a pas besoin de construire de A à Z peut définitivement coûter moins que de, par exemple, drafter ton patron, d'aller chercher des matériaux qui sont neufs. C'est sûr que ça vient déjà couper d'une grande partie le coût de production de ton vêtement final, de ton costume final. Merci. Je vais quand même profiter pour vous dire aussi qu'il y a un nouveau programme en fait, il y a le Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et Culture Montréal ont annoncé une enveloppe de 1 million de dollars sur les 3 prochaines années pour soutenir des projets éco-responsables. Fait que si jamais vous avez en tête des projets éco-responsables qui nécessiteraient plus de budget pour 1000 raisons, sachez qu'il y a maintenant des programmes en place pour soutenir ça. Donc, c'est un frein qui tend à s'estomper aussi. Je pense que c'est important qu'on diffuse la bonne nouvelle. Donc, parce que ça nous est arrivé aussi de travailler avec des concepteurs qui nous disent que, bien, évidemment, changer, ça prend énormément de temps, d'énergie. Donc, ça peut représenter plusieurs heures en plus de travail. Et puis, il faut en tenir compte. Il ne faut pas juste rajouter ça comme tâche. Mais donc, il existe des programmes qui peuvent vraiment aller pallier à ça et faire en sorte que ça ne détériore pas les conditions de travail, mais au contraire, le but, c'est, dans l'éco-responsabilité, il y a une partie sociale aussi. Donc, ça ne doit pas se faire au détriment de notre bien-être et des conditions de travail. Et il y a des programmes qui se mettent en place pour que ça se puisse. Mon petit moment d'éditorial. Donc, voilà. Donc, Julie, j'aimerais que tu nous parles un peu de, dans le fond, ton approche, toi, dans les accompagnements en éco-conception en costume. Je sais que tu documentes un peu qu'est-ce qui est fait, comment, à quel point c'est des choix qui sont plus écologiques, plus éco-responsables. J'aimerais que tu nous en parles un peu, s'il te plaît. Oui, donc avec Ecoseno, ça fait un peu plus d'un an qu'on fait des accompagnements en éco-conception. Donc, on suit des productions de A à Z, puis on aide les concepteurs et conceptrices à faire des meilleurs choix, à trouver des solutions. Donc, au cours de tout ce travail-là, on a fini par mettre en place des outils qui nous aident à mettons, mesurer le niveau d'éco-responsabilité d'une production, d'un projet, pour être capable de comparer puis de pouvoir dire concrètement les choses qu'on peut changer ou pas. Donc, nous, comment on le définit, c'est qu'on considère que dans une production, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a l'étape d'approvisionnement, il y a l'étape d'utilisation où tu transformes la matière, tu la teins, il y a l'entretien des costumes, puis il y a l'étape après la production. Donc, on considère que si tu utilises une stratégie à chacune de ces étapes, donc, mettons que c'est ça, à la conception, tu fais un design un peu flexible, tu t'adaptes à ce que tu trouves, l'approvisionnement, le réemploi, la location, tu peux aussi aller avec des matériaux certifiés. Pendant la phase d'utilisation, bien, déjà, si le théâtre fait un entretien éco-responsable des costumes, puis où il y a tout aussi les teintures, la patine, si tu arrives à trouver des alternatives éco-responsables. Puis à la fin, si tu arrives à donner une deuxième vie à tes costumes, on considère que les costumes seront éco-responsables. Puis d'avoir de pouvoir mesurer chacune des étapes, ça permet de voir où est-ce que tu peux t'améliorer. Donc, mettons, il y a des designers qui sont très bons en approvisionnement, qui prennent presque tout en réemploi. Par contre, mettons l'utilisation, bien, tous les costumes vont aller chez le nettoyeur. Puis le nettoyeur, souvent, c'est des procédés très chimiques. Donc, on est capable de dire à la fin de la production, bien, peut-être que la prochaine fois, tu pourrais aller soit pas de nettoyeur ou il y a des nettoyeurs écologiques qui existent, comme Daoust, c'est un nettoyeur écologique. Donc, ça permet vraiment, c'est ça, de mesurer puis de voir aussi que il n'y a aucun procédé qui est parfait, que c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'être meilleur dans certaines étapes, moins bon dans d'autres, puis que c'est vraiment un processus d'apprentissage. Puis je voulais rajouter quelque chose. Non.
Non? C'est bon. Bien, merci beaucoup. Déjà, on a vu défiler derrière toi des graphiques, donc ça nous donne une petite idée. Puis je voudrais saluer le travail de Marianne aussi, qui est ici, qui a participé à toute l'évolution de ces outils-là, de se doter d'outils pour essayer de voir c'est quoi la progression. Et puis, juste quelques mots à rajouter là-dessus. Ça, c'est un peu on regarde l'évolution de notre partenaire du CEP parce qu'on travaille avec du CEP sur toutes les productions, donc ça nous permet de vraiment suivre l'évolution. Et la ligne que vous voyez au milieu de 50 % dans le fond, c'est qu'en Angleterre, il y a le Theatre Green Book qui a commencé à nommer des cibles d'éco-responsabilité. Et c'est les premières cibles qu'on a trouvées vraiment qui étaient nommées. Et par exemple, dans l'approvisionnement, ce qui est recommandé, c'est un minimum de 50 % de matériaux qui viennent du réemploi et un minimum de 65 % des matériaux qui sont remis en circulation, donc dont on prévoit la seconde vie, parce que c'est pas juste à la toute fin qu'il faut y penser, mais il faut y penser en amont. Donc puis en fait, on va dans les chiffres parce que souvent, on respecte super bien le cadre budgétaire, parce que c'est clair, c'est des chiffres, puis voici le cadre, puis on s'est rendu compte que il fallait trouver un équivalent pour que ce soit clair, c'est à quoi on s'attend. Oui, c'est une démarche, mais quand on la chiffre, on est habitué de bien fonctionner dans ce système-là. J'ai des fois un malaise d'attribuer des notes finales, fait que faut le prendre avec un grain de sel. D'habitude, c'est pas, on est heureux de partager ça avec vous, mais c'est des documents qui sont internes. Là. C'est pas, on fait pas une guerre de voici, toi, tu as 100 %, toi, tu as 90 %. Le but, c'est vraiment de trouver sur quelle base on veut essayer d'avancer puis de s'améliorer. C'est ça, puis c'est ça que je voulais rajouter, que dans le fond, les stratégies qu'on décide d'appliquer, ça dépend vraiment de la production. Tu sais, par exemple, bon, on le voit plus, mais au sommet de la montagne, qui avait 40 % de réemploi, bien, c'est 2 costumes qui ont été fabriqués localement avec des tissus naturels. Donc, c'est pas du réemploi, mais c'est de l'expertise locale, c'est des tissus qui ont un faible impact écologique. Donc, c'est aussi de s'adapter aux différentes productions. Exactement. Puis peut-être juste, peux-tu, Caroline, reculer l'autre graphique pour qu'on montre le fameux spider graphique? Ou sinon, voilà. Ouais. Donc ça, c'est les 3 phases, dans le fond, puis on peut voir comme les notes pour chacune des phases. Puis ça, c'est un graphique de l'approvisionnement. Donc, 80 % des costumes étaient de réemploi pour ce show-là, donc location, friperie. C'est vraiment pas juste, mais même si c'est neuf, mais comme par exemple, c'est certifié écologique, éco-responsable, là, ça rentre dans les stratégies aussi. C'est ça, exact. Super, merci. C'était notre petit moment éco-séno. Marilène, j'aimerais que tu nous parles là, tu nous as parlé de ton approvisionnement. Pour la seconde vie, quand tu cherches, justement, tantôt tu as nommé le grand costumier, des fois tu redonnes au grand costumier. C'est quoi tes stratégies pour essayer de faire en sorte que la matière demeure en circulation? C'est le bout que je trouve difficile, parce qu'effectivement, s'approvisionner, on a toutes sortes de ressources, mais le après, quand ça a été patiné, que c'est plein de peinture, quand ça a été usé, il y a un moment où il y a une fin, puis c'est toujours difficile. Aujourd'hui, avec Amélie à l'atelier, j'ai comme, ça, penses-tu qu'on peut encore faire de quoi avec ça? Je le mettais dans la poubelle, mais j'ai comme, il me semble que là, j'ai tellement découpé dedans, j'ai pris tout ce que je pouvais, fait que j'y arrive pas tout le temps. Sinon, oui, je donne à des costumiers, des fois j'arrive avec un sac, est-ce que ça vous intéresse? J'annonce des fois sur Marketplace à donner ou à vendre à bas prix. Des vêtements pour hommes, des fois je vais faire un sac, ça va être pour la maison du père. Des fois, j'avais une coloc d'atelier que ses enfants faisaient partie d'une école avec beaucoup d'intérêt pour les arts. Ils avaient beaucoup d'activités de création, d'art plastique et de théâtre. Donc, elle partait des fois avec des petits vêtements ou des bouts de tissu qui allaient juste nourrir les ateliers de l'école. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail, là, quand on fait un ménage d'atelier, d'essayer de donner là où ça va le plus se servir. Aller tout redonner en friperie, je sais que ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie parce qu'ils en reçoivent beaucoup et ils en jettent beaucoup. Donc, il y a toujours une petite recherche pour essayer de trouver preneur, là. J'ai beaucoup de misère à mettre à la poubelle. Ça a comme conséquence que j'ai accumulé beaucoup trop de choses. Ça fait presque 20 ans que j'ai un atelier et là, je croule sous le... Fait que là, j'aurais du temps à mettre là-dessus. C'est ça aussi qu'on cherche tout le temps, le temps. Ce qui m'aide actuellement, c'est que je me sens entourée de gens assez sensibilisés. Comme là, ma petite équipe actuelle, j'ai nommé Amélie, Nathalie qui travaille avec moi, on a tous ce souci-là, beaucoup.
Ça fait qu'on est tous des personnes qui gardons beaucoup de choses aussi pour trouver la meilleure personne pour le récupérer. Mais bon, ça reste un défi constant. Je ne me sens pas encore accompagnée par les productions pour ça, mais en même temps, la conversation, elle est récente. Fait que j'ai quand même espoir que, éventuellement, sans ajouter à la direction de production, ou en tout cas, c'est que peut-être, je sens que la conscience est là, puis que peut-être éventuellement, c'est quelque chose qu'on va réfléchir plus ensemble. Là, je le fais vraiment de façon individuelle après chaque projet, ou c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Kate, veux-tu nous parler quand les gens viennent porter les choses au grand costumier, si vous pensez pas l'utiliser, comment vous procédez? Est-ce que vous prenez tout? Est-ce que vous prenez pas tout? Malheureusement, on ne prend pas tout parce que, comme on cherche tous du temps, on cherche aussi tous de l'espace. Puis notre collection est rendue un peu aux limites de ce que le bâtiment peut nous permettre. Fait que tout le processus de don passe par vraiment un processus avec des images partagées par courriel. Mais après ça aussi, nous, on travaille souvent avec des organismes, comme il y a un super bel organisme qui s'appelle les Fées Marraines, qui font affaire avec les jeunes qui ont moins de sous pour des robes de bal et même parfois des robes de mariage. Fait qu'on fait affaire avec eux pour les choses qui n'ont pas nécessairement de place dans notre collection. Souvent, on réfère d'autres costumiers aussi, ou même d'autres institutions là, de réemploi. Oui. Bien, c'est super intéressant. On voit que ça dépend, ça repose beaucoup sur les réseaux, avoir des grands réseaux, être connecté avec tout le monde, sortir des silos. J'aimerais ça que Julie, tu nous parles un petit peu de l'initiative de Concertation Montréal. Oui, donc Concertation Montréal, ils ont créé une communauté de pratique qui s'appelle la communauté de pratique pour la relance verte et circulaire dans le secteur textile et habillement. C'est un long nom. Mais dans le fond, ça, c'est un groupe où tous les membres font partie d'organismes, de compagnies, où c'est des personnes qui innovent dans le milieu textile, dans le milieu de la mode surtout, au Québec. On se rencontre aux 2 mois environ pour se garder au courant de c'est quoi les nouveaux projets, les avancements. Il y a des nouveaux membres à chaque année aussi. Puis dans le fond, c'est ça, il y a vraiment de tout. Il y a des marques locales éco-responsables comme Atelier B, qui est la première marque zéro déchet au Québec. Il y a des start-up recherche et développement comme Flora qui est en train de développer un cuir de pomme avec les résidus de pommes au Québec. Donc, il y a vraiment beaucoup d'innovations. Il y a des organismes comme le Conseil québécois le Réseau des femmes en environnement, M-Mode, Vestec Pro. Donc, il y a vraiment comme tout un panel de différents organismes. Puis ensemble, on cherche à créer des solutions. Ils ont plusieurs projets phares comme un Fab Lab. Donc, un Fab Lab, c'est un atelier collaboratif où tout le monde pourrait expérimenter avec des nouvelles matières. Il y a de créer aussi une symbiose industrielle où tous les résidus textiles, les surplus pourraient être remis en circulation pour qu'il y ait moins de textiles qui sont jetés au Québec. Donc, c'est vraiment comme un groupe dans le milieu de la mode. Là, ouais. Super, bien merci. C'est ça, c'est super important, les réseaux, mais aussi il y a les réseaux intersectoriels comme celui-là qui rassemble la mode, qui rassemble le milieu de la recherche, tout ça. Puis il y a aussi tous les liens intergénérationnels aussi. Tu sais, on avait mentionné dans notre pré-entrevue, Marilyn, un peu, tu sais, tu parles de ton atelier finalement qui a plein de ressources, puis peut-être de comment on pourrait établir des liens plus forts avec la relève, comment on pourrait faire bénéficier les gens qui sortent des écoles, qui sachent qu'il y a ces ressources-là qui existent, tout ça. Puis donc, ça m'amène un peu au mot de la fin, mais en fait, qui est une ouverture vers... on serait heureux de recevoir vos questions ou commentaires pour les dernières minutes. Mais je voulais nommer aussi qu'il y a une lettre vraiment super pertinente qui a été écrite par la Relève, en fait, qui a été publiée par le Conseil québécois du théâtre. C'est la commission qui représente la Relève et, en fait, qui s'intitule « La relance de quoi ?» et qui est un cri du cœur pour avoir des meilleures conditions, mais aussi une solidarité
au sein de la communauté, d'avoir le bien-être en tête quand on repense à comment on veut faire les choses et de créer ensemble une nouvelle vision de l'avenir et vraiment de rêver notre métier, comment on veut le rêver. Et donc, ça m'amène à la question de la fin pour les panélistes avant d'ouvrir vers la salle. Quel rêve vous portez en vous pour changer les choses, pour transformer nos façons de faire au cours des prochaines années? Je vais faire l'inverse d'au début. Donc, tu peux commencer, Julie. Oui. Bien, comme je disais tantôt, il y a vraiment plein d'initiatives qui se créent au Québec, plus que ce qu'on pourrait penser. Donc, moi, mon rêve, c'est qu'on aille vers la communauté, vers toutes ces nouvelles innovations, ces nouvelles initiatives. Puis, elles sont toutes vraiment embryonnaires, mais moi, mon rêve, c'est que dans 5 ans, elles fassent partie de nos habitudes de consommation, nos habitudes de production, puis que ça fasse juste partie de comment on fonctionne, d'aller avec la communauté, les pratiques vraiment artisanales et locales. Très cool. Un peu en lien avec ça, on a parlé beaucoup de matérialité, tu sais, depuis le début, mais pour moi, je rêve d'un endroit ou d'une plateforme où est-ce qu'on pourrait partager la préservation du patrimoine, parce que c'est pas juste de partir d'un matériau qu'on sait où est-ce qu'il va aller à la fin, mais c'est aussi savoir comment s'en occuper, puis comment le chérir pour qu'il reste qu'il reste utilisable encore plus longtemps, puis aussi au niveau de notre savoir, ancestral qui va avec ça. Fait que ça, ce serait mon rêve. Bien, je me rends compte qu'on t'a pas abordé la chapellerie, puis je trouve que c'est un super bel exemple. Si tu veux juste comme peut-être donner cet exemple très concret de la transmission du savoir, puis comment on faisait de la chapellerie avant pour... Dans une discussion qu'on avait eue, j'avais parlé du fait où est-ce que traditionnellement, en chapellerie, par exemple, on ne met jamais de colle ou c'est des sections vraiment très, très précises où est-ce qu'on met de la colle, dans le but de toujours pouvoir enlever les garnitures, reformer le chapeau et après le regarnir. Si on inclut toujours ce genre de réflexion-là à travers l'enseignement, notamment, bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui va pouvoir être réutilisé encore et encore et encore. Fait que pour moi, c'est super important d'avoir ça au niveau de la transmission des savoirs. Merci. Marie-Hélène? Oui, avant de me rendre au rêve, je dirais que j'ai quand même un souhait qui serait qu'il y ait des emplois qui seraient créés. On avait abordé un petit peu dans la conversation. C'est peut-être plus facile à imaginer dans les grandes structures, les grandes entreprises culturelles, mais autant il y a des postes d'acheteurs, il y a des très grandes entreprises avec beaucoup d'employés. À quand le poste qui va être en charge de ce qui reste de la production, ils consomment énormément, mais justement du après. Puis je donnais des exemples. Il y a eu des mouvements pour protéger plus l'intimité sur les plateaux. Ils ont créé de l'emploi pour ça. Il y a eu la COVID qui a créé plein d'emplois pour surveiller les normes COVID. Bien, il me semble que l'urgence, elle est là. Fait qu'est-ce qu'on attend dans les plus grandes structures pour créer un emploi qui va assurer ça, la suite, pour pas que ce soit la charge que des concepteurs, mais en fait, c'est la charge de tous, mais il y a assez à faire pour que ça devienne un rôle en soi. Sinon, mon rêve, ça serait un ralentissement, en fait. Ralentissement personnel dans ma vie, ralentissement dans la consommation. J'ai envie, j'ai besoin, je souhaite un ralentissement. Je veux dire, je suis heureuse dans ma vie. Je les ai réalisés, mes rêves. À chaque première, je réalise un rêve. À chaque rencontre, donc j'en réalise plein des rêves. Mais là, ce que je souhaiterais vraiment, pour moi et pour tout le monde, c'est un ralentissement. Je me demande jusqu'où on va aller dans l'accélération, puis il me semble qu'il faut que ça s'arrête. Là. Merci, je partage ton rêve. Ivani? L'incarnation de ses rêves. Des fois, s'ajouter des rêves, c'est trop. Puis, l'incarnation de ses rêves. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça met fin à cette partie-ci. Encore une fois, si vous avez envie de participer, si vous avez des questions, des commentaires, ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir un retour de votre part. Il y a Caroline qui se promène avec un micro. Puis sinon,
on peut aussi parler de façon informelle là, dans une autre configuration tout de suite après la table ronde. Donc, ce qui a... Ah, voilà. En fait, est-ce que vous pensez qu'on serait prêt à inculquer une certaine norme, comme on implique sur le contrat, mettons, à la conception, d'avoir un budget, d'avoir un certain salaire, de dire, ben nous, ça fait partie de la production, on veut qu'on soit à un minimum de 30% écologique, puis que des organismes comme Ecoceno certifient un peu ce genre de pratique-là. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait être rendu là dans le monde de la production? Oui, bien, il y a certaines clauses qui commencent à apparaître, oui, dans les contrats. Donc, c'est un processus qui est déjà en marche. Il n'y a pas de processus de certification de la part d'Ecoceno, ni c'est pas quelque chose qu'on cherche à mettre en place. Il y a des accréditations qui existent, par exemple, qui commencent à émerger. Bien, il y a Scène éco-responsable, puis il y a On tourne vert dans le milieu du cinéma. En fait, c'est les productions, par exemple, cinématographiques qui veulent être accréditées On tourne vert ont des points à aller chercher. Et donc, par exemple, doivent s'approvisionner en matériaux et éléments usagés recyclés pour décors, accessoires, costumes et redonner, donc donner une seconde vie aux éléments. Et pour donc un producteur qui voudrait que son film soit accrédité, va aller chercher des points en faisant ça, donc a tout intérêt à encourager son équipe de production, les concepteurs, à aller dans cette voie-là. Oui, ça, c'est d'autres façons de présenter les critères. Donc, ça, c'est géré par le Conseil québécois des événements éco-responsables, les Québécois. Puis, c'est aussi le Conseil québécois des événements éco-responsables qui s'occupe de scènes éco-responsables. Donc, le critère est assez mince en ce moment, mais c'est des critères qui évoluent là, à chaque année, qui se bonifient. Donc, pour l'instant, c'est de s'assurer de donner, prêter ou vendre les costumes laissés sur place après les productions. Donc, il y a des critères qui commencent à se mettre en place. C'est embryonnaire, mais il y a aussi par exemple, dans le plan d'action de DUCEP qui vient d'être adopté, il y a justement les cibles dont je parlais du Theatre Green Book. Donc, 50 de matériaux qui viennent du réemploi, 65 des matériaux dont on s'assure qu'ils vont être réutilisés, pas nécessairement par le producteur, mais qui vont être remis en circulation. Donc, ça, pour atteindre ces cibles-là, bien, la conversation doit avoir lieu, que ce soit par contrat ou pas, parce que, par exemple, au Musée McCord, c'est pas par voie de contrat, c'est pas dans les contrats, mais dans leur conversation avec les gens qui travaillent avec eux, ils sont très, très transparents sur leurs objectifs et leur façon de travailler éco-responsable. Et si les gens n'ont pas envie de travailler comme ça, bien, il n'y a aucun problème, mais ce ne sera pas l'endroit où ils vont être bien pour travailler. Bienvenue. Oui. Tantôt, on avait une espèce de la toile d'araignée. Il était écrit 9 certifiés. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dans le fond, c'est quand tu achètes un matériau qui est neuf, mais qui a des certifications comme le coton biologique, ça a une certification comme GOTS. Je ne sais plus c'est quoi. GOTS, le GOTS. Il y a Ecotex aussi, les matériaux, les tissus synthétiques. Recyclé, ça a des certifications. Non toxique, ça a des certifications. Donc, il y a comme plusieurs... Dans le milieu textile, il y a quand même pas mal de certifications que tu peux aller chercher. Les trucs éthiques comme la laine éthique, les plumes éthiques, tout ça. C'est ça que ça veut dire. Puis, je me demandais aussi, est-ce que, quand on commence, est-ce qu'il existe maintenant un espèce de bottin ou un site Internet qui regroupe toutes les organisations avec une description de leur mission un peu ou ce qu'ils font concrètement comme ça? Parce que là, mettons, je suis à l'UQAM en ce moment, en scénographie, puis j'avais demandé si on pouvait avoir un cours sur tout ce qu'on pourrait faire de plus écologique. Puis on m'a dit, ben c'est un peu à toi de faire ta recherche. Mais de là, je réponds, mais je comprends, mais en même temps, on n'a pas les outils, puis faire sa recherche, c'est vous en connaissez des organismes, mais quelqu'un qui commence... Ouais, on peut pas. Faudrait qu'on parle à quelqu'un cette personne-là doit se connaître. Est-ce qu'il existe des ressources genre Tiens, pas encore, mais c'est en construction. Il y a sur le site du Conseil québécois des événements éco-responsables un répertoire des fournisseurs qui peut être une base. Il y a aussi
le Réseau des femmes en environnement, il y a le guide local de la mode... le guide de la mode locale. Fait que là, tu pourras aller trouver plusieurs magasins, marques éco-responsables. Pour les certifications, entre autres. Le Conseil québécois des événements éco-responsables, c'est un projet qui est mené par le Réseau des femmes en environnement. Et c'est vraiment eux, nous, on a commencé il y a un peu moins de 3 ans. Eux nous ont précédés de plusieurs années. Donc, c'est vraiment une ressource très, très fiable. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux aussi. Ils ont des belles publications. Puis, ils viennent de lancer un site que je ne connais pas encore. C'est Marianne qui était au lancement. C'est pour ça qui s'appelle Le Repère, en fait, ou qui vise à rassembler les ressources, justement. Donc, ça se développe. Mais elle disait qu'il y avait une demande pour une formation, mais j'entendais Julie dire, par exemple, à Concordia, il existe maintenant une formation. Bien, dans le cours de scénographie, maintenant, dans le programme de scénographie, il y a un cours Introduction à l'éco-conception, mais je pense que c'est plus large. Oui, mais c'est quand même un exemple pour que c'est des étudiants qui en ont envie de dire, bien, ça semble possible, est-ce qu'on peut l'ajouter à notre formation? Parce que peut-être que c'est pas là actuellement, mais si vous démontrez de l'intérêt, ça pourrait très bien être un chapitre de votre formation. Lâche pas. Non, c'est ça. Continue à demander. Mais effectivement, il y a un cours. Nous, on donne un cours à l'École nationale, à la section anglaise et française. À Concordia, maintenant, il y a un prof qui a été engagé pour faire de l'éco-scénographie. Donc, il y a un mouvement qui... il y a Catherine Brochu qui travaille là-dessus depuis des années au Collège Lionel Groulx. Donc, il y a un mouvement. Donc, ça s'en vient, mais continue à le demander. Puis teaser, on travaille sur une formation costume. Là. Un jour, ça s'en vient. Mais je pense qu'en même temps, ton intervention démontre vraiment quand même que on a vraiment besoin de des ressources centrales pour centraliser toute l'information, parce que souligner que, ah oui, on a des ressources, mais individuellement, on a tellement moins de ressources que tout le monde ensemble. Fait que je pense que c'est quelque chose vers lequel le milieu du costume, en général, devrait aller pour qu'on mette toute notre énergie ensemble. J'ai été très, très touchée par l'intervention de Marilyn et aussi sensible à la première question qui a été posée. Sachant le temps que ça demande pour un concepteur de s'engager dans une démarche éco-responsable, j'aimerais savoir, aussi sachant que la propriété des costumes, les costumes ne nous appartiennent pas, mais appartiennent aux producteurs, quelles sont les démarches qui sont faites de sensibilisation auprès des producteurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités et que ça ne repose pas juste sur nos épaules de concepteurs, de veiller à ce que la conception se fasse de façon éco-responsable, mais surtout le réemploi et la réutilisation des costumes par la suite. Oui, bien, très excellente question. Effectivement, le but, c'est, puis on rassemble des concepteurs parce qu'on aime les concepteurs, puis qu'on aime ça jaser avec eux, mais il y a une grosse responsabilité qui n'est pas sur les épaules des concepteurs. Puis ça, il faut vraiment le souligner. Bien, notre approche à Écocéno, c'est qu'on offre un service d'accompagnement en éco-conception qui fait justement ça. Donc, c'est Marianne, Julie, Charlie-Lou qui sont là pour donc faire toutes les recherches et documenter aussi le processus. Donc, notre façon à nous de répondre à ça, c'est de développer ce service-là et de l'offrir. Et ça en prendrait plus. C'est sûr qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins. On essaie d'y répondre de notre mieux, mais c'est sûr que je pense que l'idée que Marie-Hélène évoquait aussi de créer des nouveaux postes, il y a comme quelque chose là-dedans, puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. Dans notre équipe, en fait, Marianne a commencé chez nous en finissant à Concordia, Julie aussi, Charlie-Lou après l'École nationale. Il y a un besoin aussi de la relève qui sort, qui a envie de s'investir à transformer les façons de faire. Fait que je pense que ces ressources-là vont de plus en plus se développer pour l'instant. Puis, effectivement, on l'entend des concepteurs, bien, ça fait toute la différence là, de ne pas le faire tout seul. Là. Fait que voilà. Donc, ce serait... en ce moment, on ne fait pas... à part moi, faire la promotion du fait qu'il y a des nouvelles enveloppes qui peuvent permettre ça aux producteurs. Je ne fais pas trop de promotion sur le fait c'est-à-dire que nous, on le fait, mais on est déjà à pleine capacité. Fait que ça fait juste démontrer qu'il y a un réel besoin et qu'il faut que ça se développe et que c'est même le fun à faire.
Parce que c'est sûr que tout ça prend tellement plus de temps, du temps que souvent on n'a pas en conception. Fait que c'est sûr que ça nous laisse des fois désemparés, puis on prend des pistes de solutions qui ne sont pas nécessairement éco-responsables parce que c'est les solutions qu'on a avec le peu de temps et puis souvent le plus petit budget. Fait que c'est sûr que ça prend de l'aide qui vient de l'amont pour nous soutenir dans ça. J'ai pas une question, mais un commentaire. Je vais mettre mon petit mot à Pasque. Je veux juste ajouter quelque chose ici. Les costumes, surtout pour les jeunes qui commencent, les costumes ne vous appartiennent peut-être pas, mais le droit d'auteur sur l'utilisation du costume vous appartient. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une conscience éco-responsable qui accompagne tout ça. Tout n'est pas obligé d'être réutilisé tel quel, donc il y a plein d'éléments qui peuvent être récupérés, mais n'oubliez pas que le droit d'auteur pour l'utilisation de cette conception vous appartient. Donc, ça, c'est le mot « à passe » que je tenais à le dire. Et aussi, sur le site Internet de la PASC, on a commencé à développer une page ressources, et il y a les ressources, il y a quelques éléments dans éco-responsabilité. On travaille souvent de toute façon avec Écocéno, puis dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on essaie de l'ajouter aussi sur cette page-là qui pourrait avoir beaucoup plus d'éléments, puis on va essayer de la développer encore plus. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Viviane Morin, directrice générale de la PASC, ici pour vous protéger. Oui, en fait, c'était pour réagir un peu sur sur l'intervention sur les producteurs, puis ce qui a été dit aussi sur des processus de création où c'est plus facile d'être dans la réutilisation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose aussi à faire avec la mise en scène, puisque le processus de création influence beaucoup. Parfois, dans certains processus de création, on va avoir une image, puis on veut absolument, je sais pas moi, ses bottes à paillettes. Puis là, on se rend compte que ce modèle, il se vend juste sur Amazon. Fait que là, c'est difficile après de se sortir de la tête. OK, on veut cette idée-là, mais peut-être qu'on peut l'avoir autrement, un peu différemment. Puis de mon expérience, parfois, je sens, avec certains metteurs en scène, une possibilité de travailler autrement, de dire, on va dans cette idée-là, mais les trouvailles, comme tu disais, peuvent vraiment amener des nouvelles choses et la conception se poursuit. Je me demandais si au niveau, avec les accompagnements d'Écocéno, si, c'est sûr, les metteurs en scène ne veulent pas savoir toute la poutine de production des costumes, mais s'il y avait parfois des rencontres avec les metteurs en scène, et en tout cas parce que transformer notre conception, j'ai l'impression que petit à petit aussi, ça va être de sensibiliser les équipes avec lesquelles on travaille, donc les producteurs, mais aussi à la mise en scène, et que petit à petit, peut-être ça va transformer aussi la manière dont on conçoit de manière plus classique, en tout cas les techniques de conception. Oui, justement, les metteurs en scène, en général, sont invités. Donc, au début d'un accompagnement, on fait ça s'appelle Éco-conception 101. Donc, on parle des bases de l'éco-conception, là où la metteur en scène sont invités. Puis, à la fin de la production aussi, on fait un post-mortem. Donc, c'est toutes des conversations qu'on a avec ces personnes-là. Puis, je dirais qu'en costume, j'ai remarqué que ça se fait de plus en plus de ne pas venir avec des concepts super finis, mais plus de venir avec des mood boards, comme tu fais, des concepts un peu flexibles, des sketchs qui donnent l'émotion. Je dirais que ça se fait de plus en plus, puis que les metteurs en scène sont assez confortables avec ça. Donc, je pense que là-dessus, il y a de l'espoir. Voulais-tu réagir, Marie-Hélène? Oui, j'allais dire que oui, on essaie de prendre une part de responsabilité sur qu'est-ce qu'on fait après et tout ça, mais la petite responsabilité qui est facile à prendre chacun, c'est de le nommer. C'est d'arriver dans une nouvelle production, de dire, écoute, dans ma démarche, j'essaie d'être plus écologique, je tends vers l'éco-conception. Fait que juste de le dire, de l'annoncer, ça force les gens à une certaine flexibilité ou du moins à attendre l'oreille vers c'est quoi les solutions qu'on propose là-dedans. Puis, en tout cas, c'est un tout petit début, mais d'en parler, puis tranquillement, ça fait son chemin jusqu'au metteur en scène, au producteur, puis espérons qu'il y a des actions qui suivent, mais bon. Oui, puis je pense que ce que tu nommes est super important aussi, parce que chaque maillon de la chaîne compte, puis peu importe où ça bloque, quand ça bloque pour tout le monde. Fait que c'est vraiment important ce que tu nommes. Puis la conscientisation se rend tranquillement, mais c'est les metteurs en scène, c'est aussi
les directions, tout ça. Fait que c'est un mouvement qui se met en place, mais c'est sûr qu'on entend souvent que ça bloque à la mise en scène. Donc, il y a vraiment besoin de conscientisation à ce niveau-là. Mais juste dans une note optimiste pour terminer, ça nous est arrivé aussi dans des productions que le metteur en scène interdise à son équipe de s'approvisionner chez Amazon. Donc, ça représente plein de défis, mais c'est sûr que quand quelqu'un en position... en fait, c'est ça, c'est qu'il faut toucher les gens qui sont les plus décisionnels pour que ça bouge. Donc, mais donc, ça nous est arrivé, ça nous arrive et il y a de l'espoir. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment agréable d'échanger avec vous cet après-midi. Et puis, la conversation se poursuit. Puis, on est toujours à la recherche de nouvelles pistes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées puis vous avez envie de les partager avec nous. Merci.